Mais je suis ravi de cette transition. Je voudrais juste introduire brièvement Velvet Aubry et Morgane Lebar qui nous rejoignent. Tous deux, on participe à l'exposition qui est montrée à Sainte-Anne, à l'église Sainte-Anne, qui a ouvert hier. Et Morgane est curateur, Velvet est artiste, et Velvet crée des jeux qu'elle va nous présenter et qui ont une résonance toute particulière pour notre festival, puisque ils font parler. Ce matin, Isabelle Harver nous parlait de anaanthropie, nous parlait de pratiques communautaires du jeu vidéo. Et bien Velvet, pour moi, est une fière représentante de ce qu'on peut faire parmi de mieux dans ce domaine, ou en tout cas en ce moment. C'est quelqu'un qui habite le sud de la France, qui vient de pas très très loin, qui a fait ses études à Aix-en-Provence. Et donc, on est particulièrement ravis de pouvoir montrer des talents comme ça dans nos expositions et maintenant sur la conférence. Alors, ils n'ont pas préparé de slides, ils ont préparé des jeux, donc un petit peu comme vous le voyez parfois. On essaye de se dégager des formats juste bullet point et puis commencer à jouer des choses. Et là, je sais qu'ils vont jouer des choses, ils vont aussi faire parler des jeux, et notamment des générateurs de mots. Je vous laisse la parole, Morgane et Velvet. Merci beaucoup Fabien. Je vais juste dire quelques mots d'introduction. D'abord, merci de nous avoir fait confiance. Merci Fabien, merci. Je voulais aussi remercier Fabrice Valenza pour l'accompagnement technique, parce que ça a été remarquable et on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait sans Fabrice. Et je voulais remercier une autre personne tout particulièrement, qui est Julia Marchand, la directrice et fondatrice de la plateforme Extramentale, qui m'a invité, donc membre partenaire, fondateur, je ne sais pas, du festival Octobre Numérique, qui m'a invité comme curateur invité à présenter le travail de Velvet. Et juste pour l'anecdote, ça s'est fait assez rapidement. Dans l'été, Julia Marchand me décrit, on prépare une conférence ensemble, et elle me décrit le thème de cette année, le projet. Et là, je dis, attends, là, s'il vous reste de la place dans un coin de l'église, j'ai vraiment, je crois, ce qu'il vous faut. Il y a le travail de Velvet Aubry. Et il se trouve que j'ai eu la chance et le plaisir de présider le jury de l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence, le jury de diplôme de l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence en juin dernier. Et c'est là que j'ai rencontré le travail de Velvet. Je l'avais rencontré dans l'année, puisqu'on avait eu une première soutenance en janvier. Mais j'ai découvert le travail de cette jeune artiste à ce moment-là. Et alors, ça ne se dit pas normalement dans ces moments-là, mais le jury a été absolument unanime sur vraiment, tout le monde a été extrêmement impressionné. D'ailleurs, il y a eu assez peu de questions, en fait, parce qu'on était toutes et tous un peu scotchés. Voilà, je voulais simplement dire ces quelques mots d'introduction. Le travail de Velvet, dont elle parlera beaucoup mieux que moi. Moi, je suis plutôt un curateur, c'est plutôt un facilitateur. Hein. Moi, je suis historien d'art et critique d'art avant même d'être curateur. Et là, je suis vraiment très content que ça serve à quelque chose de présider un jury d'école d'art, parce que ça permet de montrer quasiment dans la foulée de jeunes talents. Vous allez voir, je voulais aussi vous féliciter pour la cohérence du programme de cet après-midi, parce que je crois qu'on arrive vraiment au bon endroit et au bon moment. Il y a une cohérence assez magnifique. Là, pour le coup, on va avoir des exemples concrets d'alternatives possibles aux problèmes, aux enjeux, aux difficultés qui ont été pointés dans les interventions précédentes. Les jeux que va présenter Velvet, les jeux Bitsy, sont des jeux qui sont très courts, souvent queer, assez narratifs. Ils ont une dimension textuelle importante, et ce qui en fait des jeux extrêmement poétiques. Ils ont quelque chose d'extrêmement simple. Ils sont très faciles à jouer, ils sont très accessibles, c'est un mot sur lequel on reviendra peut-être, et le travail sur le langage, il relève vraiment à certains endroits de formes de poésie, mais de poésie vraiment chargée de sens. On est vraiment là sur d'autres mondes possibles, et Velvet, je te laisse la parole. Ok. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation, je suis super contente d'être là, blablabla.
Merci pour l'introduction, Morgane. Merci aussi de m'avoir accompagné dans cette aventure. Donc moi, je m'appelle Velvet. Je suis une artiste trans, lesbienne, polyamoureuse. Pour moi, c'est important de l'exprimer car c'est toujours la subjectivité à partir de laquelle je parle. Et j'appartiens également à un collectif qui s'appelle le Pampan Club. Alors, le Pampan Club, c'est une collective qui est née à l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence, avec initialement Théo Goder, Robin Moretti, Leslie Astier, et qui après a évolué avec mon arrivée, avec l'arrivée d'autres personnes encore, qui a évolué vers un groupe beaucoup plus queer, qui tourne autour de la création de jeux, de moments collectifs de création de jeux et de curation de ces jeux et de leur diffusion. Et donc, moi-même et le Pampan Club sommes friands d'un outil qui s'appelle Bitsy. Et ce dont je vais vous parler pendant cette conférence, c'est surtout de Bitsy et un petit peu à travers ça de mon travail, mais c'est surtout de l'outil dont j'ai envie de parler. Surtout après les interventions précédentes, je pense que ça va être très intéressant. Donc Bitsy, qu'est-ce que c'est? Alors, Bitsy, c'est ça, c'est ce que vous voyez à l'écran. C'est un moteur de jeu, donc un outil de création de jeux vidéo qui a été développé par une personne qui s'appelle Adam Ledoux en 2016 et qui est inspiré par d'autres moteurs de jeu comme Pico 8, qui est une console virtuelle, ou encore Twine. Twine étant un moteur de jeu purement textuel qui se base sur les liens hypertextes. Donc Twine est très important aussi dans l'histoire du jeu vidéo queer et du jeu vidéo indépendant, parce qu'il a une grande importance et une grande influence, et surtout une immense accessibilité. Donc dans l'esprit, Bitsy est très proche de Twine. Et esthétiquement, Bitsy s'inspire aussi des jeux Game Boy, comme des vieux Pokémon ou quoi. Et donc, initialement, Adam Ledoux, quand il crée Bitsy en 2016, il se dit, bon, j'ai quand même envie de créer des jeux sur mon téléphone, et de pouvoir les montrer facilement aux gens sans avoir à sortir le laptop sur mes genoux et à taper des trucs. C'est un peu lourd. Donc il voulait quelque chose de très léger, très simple. Quelque chose qui pouvait s'écrire dans un fichier texte. Donc initialement, Bitsy, en fait, ça ressemblait à ça, en fait. À ce que vous voyez dans cette boîte de dialogue ici, dans laquelle je suis en train de scroller à droite de l'écran. Ça ressemble à ça. C'est juste du texte, des données textuelles que vous pouvez écrire dans un bloc-notes, etc. Et donc, une fois qu'il avait commencé à développer cet outil, il y a quelques personnes qui ont commencé à se l'approprier, à faire des jeux avec. Et tout à coup, il a vu donc des jeux Bitsy apparaître faits par d'autres gens. Et il était assez surpris. Il s'est dit, bon, ben, peut-être que ça vaut le coup de le développer. Et peut-être que ça vaut le coup de faire quelque chose qui soit vraiment accessible, beaucoup plus qu'écrire un fichier de texte brut comme ça. Donc c'est ainsi que l'interface que vous voyez à l'écran, donc qui est disponible sur Internet à l'adresse make.bitsy.org, c'est ainsi que c'est né. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une communauté immense qui est née, qui s'est créée spontanément autour de Bitsy, et de manière très organique et très immédiate. Et c'est une communauté très diverse, très très queer, bien que Adam Ledoux lui-même ne soit pas queer. La communauté qui est née autour de Bitsy est extrêmement queer. Et c'est une communauté très bienveillante qui s'appuie beaucoup sur l'entraide, sur le partage de tutoriels, sur des partages de hacks aussi, qui est né. Bitsy est un outil open source, c'est-à-dire que son code source est accessible et qu'il est aussi conçu pour être facilement bidouillable, facilement hackable, facilement modifiable. Donc c'est fait pour ça.
Ce qui fait qu'il y a énormément de hacks différents de Bitsy qui existent. Il y a même des forks. Donc ce qu'on appelle des forks, ce sont des... En gros, il y a un projet, on prend le projet, on le copie, on développe autre chose, ça fait comme une branche. Et donc il y a une version de Bitsy qui est Bitsy 3D, qui a été programmée par une autre personne que Adam Ledoux. Où tu fais de la 3D dans Bitsy plutôt que de la 2D comme ça. Et donc tout ça, ça m'intéresse. C'est intéressant, et ce qui m'intéresse également, c'est les caractéristiques techniques que propose Bitsy. Donc là, ce que vous voyez tout à gauche de l'écran, c'est la room. C'est la room où il y a l'avatar. Et à l'intérieur, je vous fais une démo en temps réel, hein, parce que j'adore, mais je peux venir créer des tuiles, dessiner quelque chose et venir la placer très rapidement dans la scène. Et immédiatement, je peux lancer le jeu. Alors comme il y a une update, le bouton play a été déplacé. Voilà. Et donc les interactions dans Bitsy sont très limitées. C'est juste se déplacer en haut, à droite, en bas, etc. Et parler avec des choses, ou des personnages, ou des objets, etc. Parfois aussi ramasser des éléments, et c'est tout. Les boîtes de dialogue, comme vous pouvez le voir, sont aussi des petits blocs noirs dans lesquels vous ne pouvez pas avoir plus de 2 lignes de texte en même temps. Donc, en fait, si Bitsy a une telle communauté queer autour de lui, c'est pas pour rien. C'est que c'est un moteur de jeu qui va complètement à l'encontre de Unity, par exemple, dans sa manière d'être fabriqué et dans sa manière d'approcher le jeu ou la création de jeu. C'est que c'est quelque chose de très immédiat. Vous avez vu, j'ai fait 3 clics, j'ai un jeu qui tourne. Je peux parler à un chat. Je peux même aller modifier le dialogue du chat. Je peux changer les couleurs. Hop. Je peux... Hop, voilà, j'ai changé les couleurs. Tac. C'est quelque chose de très immédiat et de très intuitif. Et du coup, de très accessible. Et Bitsy permet justement de créer des jeux extrêmement courts, des jeux qui demandent peu d'investissement, aussi bien de la part des créatrices que de la part des joueurs. Donc joueurs, c'est l'équivalent de neutre de joueurs, joueuses. C'est-à-dire que jouer à des jeux Bitsy, c'est juste se balader, parler, passer un petit moment. Ce sont des choses qui ne demandent pas de passer 20 heures ou 300 heures de jeu dans un monde ouvert, haute définition, avec énormément d'informations complexes à gérer. C'est tout l'inverse, et c'est ça qui est intéressant. Si je peux juste ajouter une chose, cette question de la temporalité, elle est vraiment importante parce qu'on a appelé la présentation du travail de Velvet « jouer court ». Et c'était vraiment important d'insister sur ce rapport à la... Ça ne veut pas dire qu'on zappe, on n'est pas du tout dans le zapping, on est dans des moments restreints qui ne sont pas l'expansion, qui ne sont pas les grands moments spectaculaires, qui ne sont pas les plongées des heures et des heures et des heures. Ça ne veut pas dire qu'on zappe, parce que quand vous jouez au jeu, il vous force à ralentir par ailleurs. Le jeu est très court, mais vous êtes obligé de le jouer lentement. Donc ça requiert aussi une certaine modification de l'attention, un ralentissement du rythme de l'attention. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qui est vraiment important dans les propositions. Oui, absolument. Et j'en ai profité pour faire une petite bouteille. Et c'est exactement ça, tu mets vraiment de bons mots dessus, c'est-à-dire qu'il y a une lenteur, je dis même une mollesse, parce que c'est aussi un petit peu à mon champ de recherche intellectuelle, une mollesse dans la manière de jouer à Bitsy, où vous ne pouvez pas aller vite. Ça n'a aucun sens de speedrunner un Bitsy. C'est pas fait pour ça, il n'y a pas de record, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'intérêt à aller vite ou à récolter les choses vite. Il n'y a pas de score. C'est juste un petit moment, c'est un petit moment de poésie. Pour moi, Bitsy, c'est un moteur de poésie. Et justement, la place de l'écriture, elle est essentielle. Tant sur le plan technique, parce que comme je vous l'ai expliqué, depuis la création de Bitsy, c'est vraiment le fichier texte qui est à la base. Donc l'acte de faire un Bitsy est en fait un acte d'écriture.
mais aussi sur la manière dont le jeu est fait. C'est-à-dire que, comme le jeu a une esthétique, les jeux Bitsy ont une esthétique très minimale, très rétro, très limitée, d'énormément de limitations techniques. J'ai le droit à 3 couleurs par salle. Les tiles, donc les dessins font 8 pixels par 8 pixels. Je peux seulement déplacer mon personnage. Les animations se font sur 2 frames, donc 2 images seulement, et s'il y en a. Donc en fait, ça fait que le texte et ce que vous faites dans le jeu, toutes les petites choses prennent une importance considérable. Et si vous voyez, en fait, on peut caser très peu de mots et très peu de lignes dans une seule boîte de dialogue. Ça fait qu'une phrase apparaît seule dans une boîte de dialogue et peut prendre une importance soudainement super grande. Alors que dans un jeu différent, dans un jeu plutôt Unity ou dans un jeu 3D avec des graphismes beaucoup plus travaillés, ou pas beaucoup plus travaillés, mais beaucoup plus détaillés, on n'aurait pas autant d'attention accordée au texte, ou en tous les cas pas forcément. Donc je parle de cet acte d'écriture car quand je fais des jeux, avant toute chose, j'écris. Et je peux, à titre d'exemple, vous montrer l'un de mes jeux. Je sais pas ce que tu as dit. Allez, c'est le moment. On joue à Baise lesbienne ? Allez, on joue à Baise lesbienne. Pas de harnais, pas de sodomie. Alors, oui, j'ai 18 ans. Tout le monde a 18 ans, ou plus. Ça va. Alors, petit détail. Tous les jeux que je fais sont disponibles sur itch.io. À l'adresse que vous voyez là, switch-b.itch.io, donc ça fait switchbeach.io. Ouais, je suis assez fier de ça. Et ils sont jouables directement sur navigateur, ils sont gratuits, donc je me situe aussi dans la continuité de la culture Flash, qui étaient ces petits jeux en ligne, etc., jouables pareil sur navigateur. Bon, Marie, tu le trouves ce harnais ? Alors moi, je contrôle le personnage qui bouge au centre. Tu as trouvé le harnais ? Non, pas encore. Pas de harnais, pas de sodomie. Dépêche-toi, allez. Oui, madame. Marie, on va pas t'attendre éternellement, tu sais. Rose, arrête de tripoter Nathalie quand j'ai le dos tourné. Tu préfères que je le fasse devant toi ? Je savais que tu avais un fétiche voyeuriste, coquine. Salope. J'ai trouvé des gottes qui traînent par terre. C'est pas cela qu'on veut, choupette. C'est lesquels qu'on veut alors ? Le plus gros, Marie, la queue de monstre. Quoi ? Mais tu l'as foutu où, celui-là ? Je sais plus, désolé. S'embrasse. Mais arrêtez de vous amuser sans moi ! Oh, comme c'est gentil de ramasser tes chaussettes sales. Je comptais le faire de toute façon. Il y a un chat, je vais parler au chat. Que fait Luna dans la chambre quand on baise ? Elle avait envie de rester ici. Ah ben super, j'espère au moins qu'elle profite bien du spectacle. Waouh, j'ai oublié à quel point ce god était gros. C'est celui qu'on veut, ramène-le. Vous voulez me niquer avec ce monstre ? Yop. Sous l'oreiller peut-être ? Non. Oh putain, je viens de retrouver le harnais. À nous 3 maintenant. T'as le god qui va avec au moins. Oui, c'est bon. Parfait, je suis fier de toi, ma chienne. Tu as trouvé le harnais ? Oui, je l'ai. Enfin, c'est pas trop tôt. Tu as pensé à prendre le god qui va avec. Tu veux parler de ce truc monstrueux ? Oui, absolument. Tout va bien, Marie ? Tu t'as pas l'air bien. Ouais, tu sais, t'as le droit de dire stop, choupette. C'est que je crois que j'en ai plus trop envie.
Je suis désolé de vous décevoir. Enfin, t'as pas t'excuser, mon chat. Viens dans mes bras. Gros câlin collectif. Ouais, je vous aime tellement. Nous aussi, on t'aime, tête de linotte. Du coup, on fait quoi? Mario Kart? Ouais! Voilà, c'était Buzz Lesbienne. Donc, un jeu comme ça, en termes de temps de développement, ça m'a pris 2 jours, quoi. Donc, c'est pas une quantité de travail énorme, et on arrive quand même à avoir une histoire qui est touchante, qui provoque des choses. J'entends des rires, il y a un peu aussi de tendresse qui s'en dégage, etc. Donc, il y a un truc qui marche. Et il y a surtout c'est très facile dans des jeux Bitsy, en tous les cas c'est de cette manière dont je m'en sers, de mettre de l'intimité, et de l'amour, etc. C'est aussi pour ça qu'il y a énormément de personnes queer qui sont friandes de Bitsy en tant qu'outil de jeu, et c'est comme ça que je m'en sers beaucoup. Je mets énormément d'intimité et aussi de la complexité dans des jeux qui ont une apparence extrêmement simple, voire presque rudimentaire. Alors, ils ne sont pas tous autant cul, même s'il n'était pas que cul celui-là. Et il y a aussi dans d'autres jeux que vous pouvez tous aller jouer à l'église Sainte-Anne. Il y en a qui sont vraiment non seulement plein de poésie, mais très très fin et très humoristique dans les jeux sur le langage. Moi, je voulais dire juste un petit mot de Rocky, ou Roxy, je ne sais jamais. Rocky, parce que c'est un caillou. Et parce que tu as beaucoup employé le mot queer, mais il ne faut pas les penser non plus, je crois, comme des jeux communautaires. Et ce n'est pas d'ailleurs ce que tu disais, hein, mais Rocky, par exemple, c'est un magnifique exemple de cela, de ce caillou qui se balade et envie que, enfin, se considère comme un dude, est un dude en fait. C'est un mec, voilà, c'est un caillou transmasculin. Voilà, et il en a assez qu'on lui dise que c'est un caillou. Et c'est super parce que on passe par tous les différents personnages, on passe par tous les effets, tout un tas de micro-agressions aussi ou de petites violences dans les échanges, mais à aucun moment ça n'est donneur de leçons. Et ça, c'est assez remarquable dans la proposition, c'est que c'est fait avec une grande finesse. Je crois que ce qui caractérise le plus l'ensemble du jeu, c'est qu'il est extrêmement ouvert et qu'il nous propose, alors je ne sais pas si c'est un futur ou une utopie, mais un monde désirable, un monde où le commun, ou ce qui fait commun, donne envie, quoi. Je crois que ça, c'est vraiment, ouais, ça fait vraiment partie de ce qu'il y a de plus caractéristique et fort dans ton travail. Oui, j'écoutais d'une oreille assez distraite, j'avoue, parce que j'étais occupé à faire la démo en même temps. Donc effectivement, ça c'est A Day in the Life of Rocky, et c'est un jeu dans lequel vous incarnez un caillou transmasculin. Et en fait, ce jeu, c'est une petite inversion de perspective, c'est-à-dire que tous les personnages sont des objets. Là, vous parlez à un marteau, vos potes, c'est une poubelle et un nounours. Il y a un couteau aussi, une bombe, une lampe, une porte transphobe. Et en fait, j'ai essayé de me dire, bon, comment inverser cette perspective où quand tu es non-binaire dans un monde binaire, tout le monde te fait chier et personne ne comprend ton existence. Ah ben, très bien, ben, en fait je vais faire l'inverse, tous les personnages sont des objets, comme c'est des objets, ça n'a pas de sens de donner un genre à des objets, donc en fait c'est un monde non-binaire, tous les objets se genrent neutre, sauf le personnage principal qui est un caillou transmasculin qui se genre en masculin. Et du coup, c'est une petite inversion de perspective comme ça. C'est un petit pied de côté qui vous met dans justement cette situation de micro-agression ou de même. Je parle beaucoup de santé mentale aussi dans mes jeux, de comment tu gères tes interactions sociales, comment ça t'affecte en tant que personnage et en tant que toi, personne, joueur, etc. Et comment cette chose se déploie dans les dialogues et dans les interactions. Et en fait, c'est là que commence à naître toute la profondeur
de ces jeux-là. Et c'est là où ça crée des mondes aussi. C'est-à-dire que Oui. là, toi, tu as employé le vocabulaire qu'on emploie, nous, ici et maintenant, pour avoir un monde plus vivable pour tout le monde. Mais dans le jeu, on le lit avec ces lunettes-là, mais en fait, jamais il n'est dit que le caillou, il est transmasculin. En fait, c'est un caillou qui veut juste qu'on le genre comme il a envie d'être, a envie d'être genré. Et c'est ça qui est très très beau, c'est que ça crée vraiment un monde où on n'a même plus besoin de nos catégories et où les gens vivent dans un monde vraiment habitable, quoi. Oui, tout à fait. Bon, je crois qu'on arrive au bout de nos... On arrive un petit peu au bout, mais en même temps, on a envie de rester forever à jouer à des Bitsy Games. Est-ce que après ça, on a une petite pause, puis on pourra aller se rafraîchir, fumer une cigarette, mais aussi approcher Velvet et Morgane pour leur poser des questions. Mais est-ce que vous avez des commentaires ou peut-être une petite réflexion à partager? Soyez pas timide. Moi, j'ai une question. En fait, ce que je trouve super aussi, c'est la facilité de le diffuser. Parce que c'est un truc qu'on sait qu'aujourd'hui, quand on veut diffuser un jeu sur un mobile ou autre chose, on a du mal parce que justement, les plateformes vont vont juger. C'est-à-dire que tu ne pourras pas le mettre sur l'App Store ou le Google Play. Et du coup, je voulais savoir justement, quand tu le diffuses, tu as quoi comme réaction justement? Parce que c'est intéressant de voir comme c'est assez, je sais pas, comme c'est assez alternatif. Justement, comme ça serait fait censurer, c'est intéressant de voir justement quelles sont les réactions des gens et qui finalement, est-ce que ça montre que la censure a été légitime ou du coup, finalement, il n'y en a pas de raison? Alors, ça, c'est une question importante et c'est vrai que je l'ai assez peu abordée. Je pense que c'est important que d'abord, je parle du contexte de leur diffusion avant de répondre à la réaction que j'ai sur mes jeux. La plateforme sur laquelle je diffuse mes jeux s'appelle itch.io. Et donc, itch.io est une plateforme de partage et aussi de vente, de publication de jeux, en immense majorité ou en totalité des jeux indépendants. Il y a énormément de jeux queer, il y a plein de jeux bizarres, il y a des jeux qui sont parfois très amateurs ou parfois même pas très jouables. Il y a aussi des manifestes ou des zines ou des choses qui ne sont pas vraiment des jeux vidéo mais qui occupent aussi cet espace. Il y a des outils un peu bizarres aussi. Enfin, il y a plein de choses. Itch.io, c'est un endroit très 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 précieux et potentiellement en danger aussi de la création indépendante telle que la mienne, mais vraiment en tant que pratique, je dirais, artistique et très marginale. Et donc, c'est dans ce contexte-là que je diffuse mes jeux. Et donc, les retours que j'ai, c'est énormément de retours positifs de gens qui sont super contents de voir ce genre de jeu. Genre, je vais le partager avec tous mes amis. I don't speak a lick of French, but this was cute. That's a cute game, I love it, thank you. This is so good, hot, real fun and a heartwarming ending. Trop mimi, c'est choupi. C'est le genre de retour que j'ai sur mes jeux. Énormément de gens sont super contents de voir mes jeux parce que c'est aussi ce contexte-là de gens qui sont, de personnes qui sont queer ou de personnes qui cherchent ce type de jeu et qui voient ça et qui disent « Ah, mais c'est trop bien, en fait, ça me parle. Ça parle là, quoi. » Et de manière très, très rare, j'ai bien évidemment des gens qui ne sont pas contents du tout, ou qui sont un peu masculinistes ou machistes dans leur réaction, mais ils sont tellement minoritaires qu'ils en sont juste ridicules. Oui, je pense aussi. Parce que ça dépend aussi de ce que tu nourris à l'intelligence artificielle. Et ce qu'on nourrit à l'intelligence artificielle, c'est pas des petits trucs comme ça. Petit commentaire, une question? Non? On va prendre une petite pause alors. Merci beaucoup Velvet et Morgane.